Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de l'Observatoire de l'action communautaire autonome sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur les populations du point de vue des organismes communautaires. Donc, c'est un projet de l'Observatoire de l'action communautaire autonome qui a été initié au printemps 2020 par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome et la Table nationale des corporations de développement communautaire. C'est un projet de recherche-action qui se veut par et pour l'ACA. Les objectifs du projet étaient de documenter les impacts de la crise sur les organismes et sur les populations qu'ils rejoignent, valoriser l'apport de l'action communautaire autonome et les différents rôles joués par les organismes et identifier les besoins et les mesures à mettre en place pour renforcer leur capacité d'action. En termes de collecte de données, on a eu 3 volets. Un volet documentaire qui a été particulièrement important là, pour les résultats que je vais vous présenter ce matin. Un volet quantitatif là, basé sur les résultats d'un sondage qui a eu lieu à la fin 2020 en partenariat avec l'IRIS. Et un volet qualitatif avec 15 groupes de discussion qui ont été menés entre novembre 2020 et février 2021 avec 97 personnes de plus de 15 régions, de plus de 22 secteurs. Donc, une belle représentation là, de la diversité des groupes communautaires au Québec. On a également fait un nouveau sondage à la fin de 2021, dont les résultats ont été publiés là, en mai dernier. Et vous avez l'image là, du rapport, ça s'appelle Point de rupture. Je vous invite à aller le lire sur notre site web. Pour les résultats de la recherche là, sur les impacts de la COVID, vous allez trouver sur notre site web le rapport de recherche complet avec l'ensemble des aspects méthodologiques. Mais les résultats sont aussi disponibles dans 13 cahiers thématiques donc, qui ont un visuel plus agréable et qui sont divisés par thème. Les 13 cahiers sont disponibles en français et en anglais. Un premier cahier parle des impacts des différentes phases de la crise et ce qu'ont vécu les travailleuses là, des groupes communautaires durant ces différentes phases. Vous avez 3 cahiers sur les impacts sur les populations. C'est les résultats que je vais vous présenter ce matin. On a 5 cahiers sur les impacts sur les actions et la vie interne des organismes en termes d'accessibilité, de gestion des risques sanitaires, de vie associative, de bénévolat. 2 cahiers qui portent sur les impacts sur le financement de l'action communautaire autonome et finalement 2 qui portent sur les impacts sur les relations externes des groupes. Alors, les populations ont vraiment été au cœur des préoccupations des organismes d'action communautaire tout au long de la crise. Et une des choses là, qui est vraiment ressortie au fur et à mesure qu'on mettait sur pied ce projet, c'est à quel point les groupes étaient préoccupés par cet aspect-là de la crise. Quand on a demandé là, aux organismes, c'est les résultats que vous avez sous les yeux, là, on leur a demandé de classer par ordre prioritaire les thématiques qu'ils voulaient qu'on traite dans le cadre du projet. Donc, ils avaient le choix entre 6 thématiques. Les gens les classaient par ordre de priorité, puis donc ça donne un score sur 6. Et vous voyez que le premier thème, là, le thème qui est revenu en premier, c'était l'impact sur les populations et les personnes rejointes, avant les impacts sur les équipes et les conditions de travail. Donc, c'était vraiment une préoccupation importante des organismes et des travailleuses. Et en effet, ce n'est pas surprenant, les organismes communautaires sont vraiment en première ligne et ont été des témoins privilégiés des impacts de la crise de la COVID-19 sur les populations. Et la majorité d'entre eux là, ont vu vraiment une augmentation des besoins, souvent bien supérieure là, à leur capacité d'action. Donc là, vous avez quelques statistiques. C'est 88% des organismes communautaires qui ont noté une augmentation des besoins de soutien, donc soutien psychologique, relations d'aide, 72% une augmentation des besoins de base, alimentation, logement, et 70% des groupes ont noté une augmentation des besoins de référence. Donc, ça veut dire des personnes qui cherchaient de l'aide et qui ne savaient pas à qui s'adresser. Donc, en faisant l'analyse des différents résultats et en particulier l'analyse documentaire, comme je vous disais, là, les organismes et les regroupements communautaires ont publié beaucoup de documents sur les impacts de la crise sur les populations qu'ils rejoignent. En faisant l'analyse de ces données, on a découpé nos résultats selon 3 thématiques, qui chacune des thématiques là, correspond à un des cahiers là, que vous pouvez télécharger sur notre site web. Donc, l'augmentation de l'isolement et de la détresse, la perte d'accès aux informations et aux ressources et l'aggravation de la précarité économique. C'est ces résultats-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Premier cahier, augmentation de l'isolement et de la détresse.
une chose importante en lien avec la crise de la COVID-19, c'est vraiment l'augmentation des inégalités. La crise de la COVID-19, ce n'est pas juste une crise qui a touché les systèmes de soins, ce n'est pas juste une crise sanitaire, ce n'est pas juste une crise qui a augmenté les besoins de soutien de base, c'est vraiment une crise qui a eu des impacts importants sur l'ensemble des déterminants de la santé et du bien-être des populations et sur les droits humains par le biais là, des mesures sanitaires qui ont été mises en place. Donc, les populations n'ont pas vécu la crise de la même façon. On l'a souvent entendu dire, là, on était toutes dans la même tempête, mais pas toutes sur le même bateau. Donc, les populations ont vécu des défis spécifiques en lien avec la crise. Dans le cahier, on vous présente 9 sections qui sont évidemment pas exhaustives. Puis ce matin, je vais essayer de passer au travers assez rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est important là, de souligner les défis spécifiques. Puis aussi, il faut mentionner l'intersectionnalité. Les êtres humains ne sont pas dans des boîtes. Chacune, on a une panoplie de défis auxquels il faut faire face. Et il y a des populations qui sont vraiment à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression ou plusieurs types de défis. Donc, on pense aux femmes racisées, personnes en situation de handicap, aux parents. On vit une multitude de défis. Donc, c'est aussi un des aspects là, des impacts de la crise sur les populations. Un premier élément là, qui est un petit peu passé inaperçu au tout début de la crise, c'est vraiment les menaces sur la santé mentale. Donc, premièrement, la crise de la COVID-19, c'est lié à un virus. Donc, il y a eu beaucoup d'anxiété dans la population face au risque de contamination. Surtout au début, on n'avait aucune idée de la gravité de l'infection, de son mode de transmission. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'anxiété liée à ça. Ensuite, on vivait tous et toutes dans un contexte marqué par l'incertitude. On avait des mesures qui arrivaient au compte-gouttes, qui étaient souvent changeantes, qui étaient souvent pas forcément logiques avec nos modes de vie. Donc, c'est vraiment difficile de gérer toute cette incertitude sans savoir combien de temps ça allait durer, etc. Et à cause des mesures sanitaires là, qui étaient mises en place pour protéger là, et limiter le risque de contamination, mais il y avait tout le volet d'isolement physique et social donc, dû au confinement. Donc, on voit avec ces 3 facteurs-là comment ça pouvait avoir des impacts sur la santé mentale des populations. Puis, il y a vraiment une observation de l'accroissement de la détresse psychologique au fur et à mesure que la crise se prolonge. Donc, même pour les personnes qui étaient résilientes dans la première vague, avec l'accumulation des différentes vagues, ça a été vraiment plus difficile et les capacités de résilience étaient vraiment étaient de plus en plus fines. Et ce sont 97% des groupes de base qui ont constaté une augmentation de l'isolement et de l'anxiété chez les personnes visées, autant dire tout le monde. Face à cet isolement social, psychologique, on n'était pas tous et toutes égaux. Donc, je cite, « Il y a eu aussi tout l'enjeu de l'isolement. Quand on les a vus cet été, les gens ont dit, être en confinement dans ta maison de banlieue avec ton terrain et tout le kit, c'est une chose. Mais être isolé dans ton 1,5 sans balcon, c'est un autre enjeu. » Ces gens-là ont souffert énormément d'isolement. Donc, comme je disais, tout le monde a vécu des enjeux, mais pas de la même façon. Un des groupes de population qui a été particulièrement touché par la crise de la COVID-19, ce sont les femmes. Donc, il y a vraiment eu une augmentation là, des responsabilités et de la charge mentale pour les femmes, alors que les sphères familiales et professionnelles là, étaient complètement déstabilisées par la crise. Donc, les femmes ont eu des impacts économiques disproportionnés à cause du type d'emploi qu'elles occupent. Elles étaient aussi en première ligne. Elles occupent des emplois dans les services essentiels, que ce soit en santé ou dans d'autres domaines. Donc, elles étaient à plus haut risque de contamination. Il y avait aussi tous les enjeux liés à la conciliation famille, travail, études qui étaient grandement complexifiés. Donc, le télétravail n'a pas touché les hommes et les femmes de la même façon, l'accessibilité aux services de garde. Il y avait vraiment un alourdissement là, des tâches domestiques, parentales, de proches aidantes. Donc, tout le volet travail invisible a vraiment été augmenté. Et finalement, il y a vraiment eu une augmentation là, de la violence basée sur le genre et la violence familiale, malgré le fait qu'il y avait une observation d'une diminution de demande d'aide. On se rend compte que c'était dû au fait que les gens étaient en confinement, donc avaient moins la possibilité là, de demander de l'aide et que la violence était donc plus cachée.
Puis ça s'est vraiment cristallisé là au début de l'année 2021 où on a eu 10 féminicides, là, 10 femmes assassinées en 10 semaines pendant toute la partie là, du premier couvre-feu. Je cite. Il y avait beaucoup plus d'appels concernant la violence, des couples, des femmes plus âgées de 75 ans qui n'ont jamais vécu de violence. Mon mari n'a jamais été violent, mais tout d'un coup, je ne le comprends plus. Elle ne savait plus vers qui se tourner et ne voulait pas aller en maison d'hébergement. On s'est retrouvés un peu dépourvus avec toutes ces situations-là. Donc, plus de violence et des nouveautés là, dans les situations auxquelles devaient faire face les femmes. Un autre groupe de population qui a été particulièrement touché par la crise, évidemment, c'est les personnes aînées. Les personnes de 60 ans et plus constituent 97% là, des décès associés à la COVID-19. Donc, évidemment, on a vu à la fois des mesures sanitaires là, qui essayaient de protéger le plus possible les personnes aînées et aussi un discours là, gouvernemental qui allait dans ce sens-là. Mais toutes ces mesures et ce discours ont eu des conséquences là, collatérales pour les personnes aînées vraiment importantes, notamment les personnes aînées à domicile là, qui ont été vraiment oubliées dans le type d'impact là, que les mesures avaient. Donc, les personnes aidées à domicile se sont retrouvées dans des conditions d'isolement assez considérables. Dans les RPA, là, les résidences pour personnes aînées, certaines personnes étaient verrouillées complètement dans leur chambre là, pendant des semaines. Les personnes aînées aussi étaient plus victimes de la fracture numérique. On a eu aussi beaucoup de témoignages de stigmatisation, voire de discrimination. Donc, des personnes aînées là, qui prenaient une marche dans leur quartier et qui se faisaient crier dessus là, en disant « rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit d'être dehors ». Il y avait vraiment tout un discours public là, qui minimisait les conséquences de la crise en disant bon ben oui, il y a beaucoup de morts, mais ces gens-là ont plus de 80 ans. Et là, les personnes aînées ont vraiment senti comme si leur vie avait pas vraiment avait plus vraiment de valeur là, dans notre société. Donc ça a été très difficile pour les personnes aînées. Je cite. Au début d'avril l'année dernière, je me suis trouvée vieille tout d'un coup parce qu'on a tellement enfoncé le clou. Les vieux, restez chez vous. Les aînés, pas le droit de sortir. Tu ne pouvais même pas aller faire ton épicerie. Ça m'a pris du temps à m'en remettre. Un autre aspect là, que les groupes nous ont beaucoup exprimé, c'est la détérioration donc, de l'état général des personnes aînées qui ont été surtout à la fin de la première vague, au moment de revoir les personnes, les groupes communautaires ont vraiment vu l'impact du confinement. Je cite. Quand on a rouvert, j'étais en état de choc. La première journée, j'étais à la porte toute la journée pour accueillir les gens et les voir. Et il y a des gens que je me suis dit qu'ils avaient dépéri, ça n'a pas de bon sens. Difficulté de marcher, difficulté d'élocution. Je voyais leur regard et je me disais que ça n'allait pas. Les pertes de capacité physique de ces personnes-là, il y en a combien qui ont décompensé, qui en ont perdu? C'est effarant. Un autre groupe de population là, qui a été touché spécifiquement, là, c'est les personnes proches aidantes qui, à cause des risques de contamination de leurs personnes vulnérables, se sont mis vraiment dans des confinements stricts. Donc, se sont retrouvées vraiment beaucoup plus isolées qu'à l'habitude parce qu'elles se sont coupées même là, des ressources d'aide habituelles qui rentrent dans leur domicile. Puis très rapidement, là, les groupes, dès l'été 2020, ont vu là, des personnes proches aidantes dans des états d'épuisement très importants. Et ce qui a été très difficile aussi, surtout là dans la première année de la crise, c'est les processus de deuil quand les personnes qu'on a aidées pendant des années doivent finalement aller en fin de vie à l'hôpital et les personnes proches aidantes se faisaient refuser l'accès à leurs proches. Ça a été vraiment très, très, très violent comme façon de procéder là par le réseau de la santé. Un autre groupe de population qui s'est senti invisibilisé, c'est les personnes en situation de handicap. Il y a vraiment les personnes en situation de handicap ont l'habitude d'avoir des enjeux d'accessibilité, mais la crise de la COVID-19 a vraiment exacerbé ce sentiment. Je cite. Le gouvernement n'a pas parlé souvent des personnes handicapées. Il parlait des personnes âgées, de tout le monde, mais les personnes handicapées ont été oubliées tout au long de la pandémie. Donc, il y avait vraiment un manque de sensibilité, d'ouverture, d'écoute. Puis, on l'a vu, par exemple, dans les mesures comme le masque. Ça a été très long avant que la santé publique accepte qu'il y a certains types de populations qui ne peuvent pas porter de masque et donc qui avaient le droit d'être exemptés. On pense aussi au masque avec visière, là, pour les personnes qui vivent sur les lèvres. Ça a été très long
avant d'avoir l'autorisation d'utiliser ce type de masque. Donc, il y a vraiment eu une exacerbation de l'isolement physique et social des personnes en situation de handicap et une menace là, vraiment encore plus forte sur leur santé mentale. Tout ça avec des enjeux d'aggravation d'accessibilité au réseau de la santé, là, dont je vais parler plus tard dans la seconde partie. Un autre groupe aussi bien touché par la crise, c'est les familles. Donc, les familles étaient vraiment soumises à des adaptations constantes. On pense là aux fermetures des écoles, des services de garde, mais aussi là toute la gestion des quarantaines, quand on avait des cas contacts, tout ça. Ça a été vraiment beaucoup d'adaptations. Puis les mesures ne prenaient pas du tout en compte la complexité des conditions de vie des familles. Donc, on parle des familles monoparentales, des familles qui étaient en processus de séparation ou les familles en garde partagée. Ça a été très, très long avant d'avoir des mesures spécifiques qui prenaient en compte leur réalité. Il y a eu aussi un stress économique très grand sur les familles. Et toute la question des rôles multiples. Là, il fallait jongler avec une multitude de rôles pour les parents. Puis là, il y a une étude là, qu'on cite dans le cahier qui parle que 7 personnes sur 10 là, ont exprimé des difficultés à gérer ces rôles multiples. Je cite. On a senti aussi beaucoup de culpabilité de la part des parents qui se sentaient soudainement de mauvais parents, de mauvais travailleurs, des mauvais conjoints, parce qu'ils étaient à moitié dans chacun des rôles. Et pour les jeunes aussi, ça a été difficile. Justement, à l'intérieur des familles, on voit que la crise a vraiment augmenté les conflits au sein des familles. Le fait d'être confinés ensemble, là, souvent dans des logements pas forcément adéquats. Donc, toutes les familles où il y avait déjà des tensions préexistantes avant la crise, ça a vraiment été exacerbé. On pense par exemple aux jeunes des communautés LGBTQ ou des jeunes qui vivent déjà dans des familles où il y a des enjeux de violence. Donc, ça a été vraiment une des préoccupations importantes là, des groupes communautaires qui travaillent auprès des familles. Comment assurer là, ces enjeux de vulnérabilité des enfants en contexte de confinement alors qu'on a peu accès à ce qui se passe là, à l'intérieur des familles. Un autre grand aspect, ben, c'est tous les enjeux de réussite scolaire. Là, le réseau de l'éducation n'était absolument pas prêt à soutenir la réussite scolaire des jeunes à distance et les apprentissages pédagogiques. Et encore une fois, avec des enjeux d'inégalité incroyables. Donc, c'est sûr que si toutes les familles ont eu de la difficulté à faire à l'école à la maison, certaines familles pour qui c'était quasiment impossible. Donc, on pense aux familles nombreuses. Là. Si on a un ordinateur et 4 enfants, c'est impossible que tout le monde puisse se scolariser. Les familles là, vulnérables économiquement, évidemment, n'ont pas accès au même matériel ou aux mêmes conditions de vie. Finalement, les parents là, qui parlent ni français ni anglais, c'est quasiment impossible là, de soutenir l'apprentissage de ces enfants. Donc, il y a eu pas mal d'enfants au Québec qui ont été complètement déscolarisés pendant des périodes de confinement et qui ont vraiment, encore une fois, là, exacerbé les inégalités là, au sein des réalités des enfants au Québec. Au niveau de la santé mentale aussi, pour les jeunes, ça a été difficile. Bizarrement, au début de la crise, il y a certains jeunes qui étaient plutôt contents de se retrouver à la maison tout d'un coup. Par exemple, les jeunes qui sont victimes d'intimidation à l'extérieur du domicile, ben là, ils sentaient finalement que leur problème était résolu. Là, ils étaient à la maison. Mais ça a été quand même d'assez courte durée. Là, très rapidement, les jeunes ont trouvé le confinement difficile et ont eu une fatigue numérique importante. Même si on pouvait penser, là, par rapport, contrairement aux personnes aînées, que les jeunes là, étaient habitués à toute la communication virtuelle, ce n'était pas la panacée, c'est surtout dans la durée là, que c'était difficile. Donc, dès l'automne 2020, là, les jeunes avaient besoin de recréer du lien social. Il y a vraiment eu certains types de jeunes qui ont vécu des situations très difficiles, que ce soit l'aggravation de problématiques qu'ils vivaient déjà, de consommation, d'automutilation, mais aussi des jeunes qui se sont fait mettre à la porte là carrément, soit parce que leur famille considérait qu'ils les mettaient à risque de contamination par le type de vie sociale qu'ils menaient, ou on pense aussi là aux jeunes en centre jeunesse qui ont été complètement isolés là, de tout leur réseau extérieur au centre jeunesse pendant des semaines. Je cite, les jeunes étaient laissés à eux-mêmes et en même temps, ils n'avaient pas de lieu où aller, ni chez des amis. Donc, ils se retrouvent dans toutes sortes de situations. Il y avait des jeunes qu'on avait en suivi depuis longtemps et qui étaient stabilisés.
Mais ils se sont mis à se désorganiser parce qu'ils étaient plus isolés. Recommencer des tentatives de suicide, de l'automutilation, des choses qu'ils avaient cessé depuis au moins 1 an. Donc, on voit une aggravation là, des enjeux vécus. Un groupe de population aussi qui a vécu la crise de façon particulière, c'est les communautés racisées. Il y a vraiment eu une augmentation là, des actes racistes pendant la crise là, qui a été documentée par Statistique Canada, en particulier là, pour les personnes d'origine asiatique qui ont vécu des actes racistes, là, soit en personne, soit en ligne. Toutes les personnes à statut migratoire précaire, donc on peut penser aux étudiantes, aux travailleuses temporaires, aux personnes sans statut, qui se sont retrouvées coincées finalement à l'intérieur des frontières, là, quand tout a été fermé à l'échelle mondiale, sans avoir accès au réseau de la santé, sans avoir accès aux ressources d'aide. Donc ça a été vraiment, vraiment des conditions d'isolement très difficiles. Et les personnes là, des communautés racisées ont des facteurs socio-économiques de vulnérabilité là, en termes de logement, de revenus. Et pourtant, il y a beaucoup des personnes de ces communautés-là qui ont été en première ligne pendant la crise, qui ont vraiment aidé au niveau des services essentiels, sans avoir droit à la majorité des programmes d'aide. Donc, il y a vraiment un sentiment de participer là, à la situation sans en avoir aucune reconnaissance. Ça a été souvent difficile pour les gens qui se retrouvaient donc à fort risque de contamination, qui mettaient à risque de contamination leur famille. Donc, beaucoup de culpabilité, d'anxiété là, liée à la crise pour ces communautés. Finalement, juste un mot là, sur les communautés LGBTQ+, qui ont elles aussi là, des facteurs socio-économiques de vulnérabilité qui ont fait en sorte que la crise a été plus difficile pour elles. Et aussi au niveau des enjeux de santé mentale, parce que c'est déjà des communautés qui sont à grand risque de discrimination dans toutes les sphères de leur vie. Donc, tous les éléments là, dont je vous ai mentionnés ont été exacerbés là, pour ces communautés. Puis, je vous invite à lire là, nos cahiers, puis surtout à aller lire les références bibliographiques qui sont dans nos cahiers. J'arrive au deuxième cahier. Donc, la crise de la COVID-19, ça a aussi eu des impacts importants sur l'accès à l'information, l'accès aux ressources, aux services publics et aux instances là, démocratiques pour les populations. Donc, un accès compromis aux informations. C'était difficile pendant la crise de la COVID-19 d'avoir accès à l'information fiable et crédible. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulaient. Même les informations là, qui venaient du gouvernement n'étaient souvent pas faciles à comprendre. Il y a eu des lacunes au niveau des gouvernements en termes de traduction, d'interprétation là, des mesures sanitaires, des programmes d'aide, et vraiment une absence de simplification là, pour les personnes à faible niveau de littératie. Donc ça, c'est un rôle important qu'ont joué les organismes communautaires pendant la crise. Traduire, simplifier, diffuser l'information, à la fois les informations sanitaires, donc comprendre le risque et comment se protéger de la contamination par la COVID-19, puis aussi comprendre les programmes d'aide et comment avoir accès aux programmes d'aide. Et donc, la crise a vraiment mis de l'avant la fameuse fracture numérique. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des situations où c'était difficile d'aller chercher de l'aide en dehors de leur sphère familiale. Il y a eu une accélération là, de la dématérialisation des services publics. Sans accès au numérique, c'était vraiment difficile d'avoir accès à quoi que ce soit là, pendant les périodes de confinement. La fracture numérique, c'est assez complexe, il y a plusieurs dimensions. Il y a un enjeu d'accessibilité économique. Il faut être capable de se payer le matériel, il faut être capable de se payer le forfait. Si on a accès à Internet un jour par mois, on n'a pas d'accès en tant que tel. Puis comme je vous disais aussi, il faut avoir assez de matériel pour tout le monde. Si on est une famille avec 4 enfants qui sont en âge de scolarisation, il faut 4 ordinateurs, un ordinateur par enfant, ce qui est souvent totalement impossible. Il y a des enjeux d'accessibilité technologique, donc c'est surprenant, mais au Québec, en 2020, il y a encore beaucoup d'endroits où c'est difficile d'avoir accès à un réseau stable et de qualité.
Il y a des enjeux liés à la littératie et à la littératie numérique. Il faut être capable d'utiliser son matériel. Puis là, les personnes aînées ont fait des bonds là, de connaissances pendant la crise de la COVID. Finalement, il y a des enjeux d'accessibilité physique, donc pour certaines personnes, certaines situations de handicap ou des personnes avec des conditions particulières, par exemple, des personnes qui font des crises d'épilepsie, c'est juste impossible d'avoir accès au numérique. Je cite, la connexion Internet, c'était une grosse lacune. Si tu étais une personne avec un travail, tu étais capable de te la payer et de continuer dans les deux vagues. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, un an après. Il y a également eu beaucoup d'obstacles à l'occupation des espaces publics pendant les périodes de confinement. Là, juste à Montréal, là, le centre-ville est devenu un désert en à peine quelques jours. Donc, toutes les personnes qui sont dans des conditions de logement difficiles, donc des domiciles dangereux, inadaptés, insalubres ou à risque de violence, fallait être capable de sortir de chez soi et ce n'était plus le cas, là, surtout pendant les périodes de couvre-feu. Puis aussi pour toutes les personnes en situation itinérante qui occupent l'espace public, qui vivent dans l'espace public, qui ont besoin de tout ce que l'espace public peut leur apporter pour survivre. Je cite. Les gens qui sont en instabilité résidentielle, ils allaient dans les bibliothèques souvent, dans les cafés. Pas de Wi-Fi gratuit, pas de toilettes, ça a changé beaucoup. Il y a aussi, comme je disais, les enjeux d'accessibilité aux services gouvernementaux, aux institutions, aux ressources d'aide. Donc, pour les services publics, de façon générale, surtout dans la première vague, ils sont devenus totalement inaccessibles. La plupart des bureaux là, de Service Québec, Service Canada étaient fermés. Il y avait eu, comme je disais, une dématérialisation là, de l'accès à leurs services, quand même c'était possible. Puis, évidemment, là, l'institution publique qui a été le plus touchée par la crise, c'est le réseau de la santé et des services sociaux qui a été complètement déstabilisé. Donc, il y a eu des annulations là, de suivi de rendez-vous, des pratiques de délestage, le fameux protocole de triage là, qui avait été mis de l'avant sans prévenir personne, qui finalement a été dénoncé par les groupes communautaires. Donc, ça, pour les personnes qui ne savent pas, c'est des protocoles qui devaient prioriser qui aurait accès, par exemple, aux ventilateurs, là, si on manquait de ventilateurs. Donc, le triage des patients là, à l'intérieur du réseau de la santé. Donc, tous ces enjeux-là d'accès au réseau de la santé, ça a touché des types de personnes en particulier. Là, toutes les personnes qui ont besoin du transport adapté. Le transport adapté a été complètement déstabilisé par la crise. Les femmes, tous les services féminins, les services périnataux, ça a été très difficile. Comme je disais, les personnes à statut précaire n'avaient pas accès au réseau de la santé. Il y a des femmes qui se sont retrouvées coincés au Québec pour leur accouchement, qui normalement seraient rentrés dans leur pays et qui se retrouvent là à ne pas pouvoir payer un accouchement. Comme je disais, les personnes en situation de handicap, qui ont été vraiment beaucoup victimes du délestage, les personnes aînées, les personnes avec des problèmes de santé mentale. Donc, ça a créé énormément de stress, d'anxiété pour beaucoup de personnes de rentrer dans le réseau de la santé. On a eu des témoignages de gens qui se sont fait mettre en soins palliatifs directement sans le savoir. Donc, ça a créé beaucoup d'anxiété et de la peur de rentrer dans le réseau de la santé pendant la crise. Finalement, pour les organismes communautaires aussi, hein, ça n'a pas été simple, les enjeux d'accessibilité. On a tout un cahier là, thématique sur juste l'enjeu d'accessibilité aux groupes communautaires. Mais en gros, je vous dirais que les groupes ont vraiment essayé d'être créatifs pour justement maintenir le lien avec les populations et les personnes qui rejoignent habituellement. Donc, trouver des nouvelles façons de rejoindre les gens et surtout des façons qui étaient adaptées à chaque type de population. Donc, que ce soit le téléphone, que ce soit le virtuel, que ce soit de se déplacer dans le milieu de vie des gens, les groupes ont tout fait là pour maintenir le lien. Finalement, donc, comme je vous disais, la crise de la COVID-19, donc ça a été aussi une période où le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire et a gouverné par décret, ce qui a vraiment menacé la participation démocratique, donc l'absence de contre-pouvoir, que ce soit au niveau des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, mais tout simplement aussi de la société civile là, qui normalement participe à des débats. Là, il y a eu des décisions importantes qui ont été prises sans débat démocratique et on peut penser justement spécifiquement au couvre-feu ou au passeport vaccinal. Le couvre-feu, c'est quand même une mesure là, qui a mis en danger beaucoup de gens, qui a même été
directement lié à un décès. Donc, c'est assez aberrant qu'il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ça. On a eu un gouvernement qui a misé sur la répression vraiment au cours de la crise au lieu de l'éducation. Puis, au niveau de la démocratie, vraiment, les autres enjeux sociaux et politiques ont été éclipsés totalement par la crise de la COVID-19. C'était très difficile de pouvoir parler à ces élus d'un autre sujet que ça pendant très longtemps. Notamment, là, on pense à la crise écologique là, qui a été vraiment éclipsée. Et il y a eu une dérive là, des instances de participation citoyenne et collective avec vraiment un virage vers le virtuel qui exclut énormément de personnes. Je cite. C'est une dérive qui est inquiétante selon moi. Ça a le dos large, la COVID, puis la place que le virtuel doit prendre là-dedans. Je trouve qu'il manque de considération sur la possibilité d'être créatif dans l'inclusion de tous et toutes dans des contextes de prise de parole citoyenne et collective. Donc, on voit comment la crise de la COVID-19 a mis de l'avant le droit à la connexion. Donc, c'est un nouveau droit dont on n'entendait pas si souvent parler avant, mais qui a pris toute sa place. Donc, le droit à la connexion, c'est le droit de s'informer, comprendre ce qui se passe, le droit de communiquer avec les autres, mais aussi la possibilité de participer à la vie démocratique de sa société, aussi important pour travailler, pour s'instruire, et finalement essentiel pour socialiser là, et puis sortir de son isolement. Je cite. Le besoin d'avoir un outil numérique cristallise tous les autres besoins. Tous les autres besoins transitaient par le fait d'avoir accès à un outil numérique, que ce soit le besoin de ventiler, le besoin de lien social, le besoin de remplir un formulaire gouvernemental. C'était un besoin pressant, tout autant qu'un besoin d'avoir accès à l'alimentaire. Donc, j'arrive au troisième et dernier cahier, donc l'aggravation de la précarité économique. Donc, la crise de la COVID-19 avec le confinement, là, surtout la première vague, ça a été une perte soudaine là, d'emploi pour beaucoup, beaucoup de gens, donc des situations de chômage ou juste d'absence d'emploi pour beaucoup de gens sans savoir pour combien de temps. Et il y a eu vraiment des populations avec des impacts inégaux à ce niveau-là. Là, ce sont surtout les femmes, les communautés racisées, LGBTQ+, là, qui ont été touchées de façon disproportionnée à cause du type d'emploi qu'ils et elles occupent. Mais il y a aussi eu des pertes de revenus pour les personnes sans emploi. Puis ça, c'est un angle mort majeur des gouvernements au niveau de l'aide économique. Vraiment, l'absence de compréhension que les personnes sans emploi ont eu une aggravation de leur précarité économique en lien avec la COVID-19. Je m'explique. Il y a beaucoup des stratégies de survie économique que les gens utilisent qui ont été mises à mal par la crise. La quête, c'était devenu quasiment impossible de quêter dans les rues à Montréal, ou par exemple rapporter les consignes. Ça, c'est des sommes d'argent qui viennent bonifier là, les maigres revenus des gens. Puis aussi, les gens avaient une augmentation des coûts de leur vie. Donc, tout le monde a dû se procurer du matériel de protection, que ce soit des masques, du désinfectant, même les personnes sans emploi. Il y a eu la disparition des rabais dans des épiceries. Tout d'un coup aussi, il fallait se faire livrer sa nourriture, donc des frais supplémentaires. Donc, il y a vraiment eu des impacts économiques importants là, pour les personnes sans revenus. Un des premiers éléments là, qui est ressorti, le premier motif d'appel à l'aide pendant la crise et surtout pendant le premier confinement, c'était en lien avec l'alimentation. Donc, il y a vraiment eu des obstacles économiques à l'alimentation. Donc, les ressources d'aide, d'un coup, étaient moins accessibles. Même si on avait l'habitude de fréquenter certaines banques alimentaires, ça a pris quelques jours, quelques semaines à se réorganiser. Comme je disais, la disparition des rabais, les frais de livraison et aussi l'aspect d'accessibilité physique. Donc, comme je disais, certaines personnes là, qui se sont senties discriminées de fréquenter les épiceries, là, notamment les personnes aînées, toutes les personnes qui ont besoin de mesures d'accessibilité dans les épiceries qui d'un coup ne pouvaient plus avoir là, une personne qui les accompagnait à proximité, par exemple. Tous les aspects liés au transport, plus possible de faire du covoiturage, comme je vous disais, plus de transport adapté, de grandes craintes à utiliser le transport en commun. Donc vraiment beaucoup d'enjeux là, d'accès à l'alimentation pendant la crise de la COVID-19. Je cite, on offrait la popote roulante en milieu rural que 2 jours semaine, les lundis et jeudis. Mais étant donné qu'il y avait des besoins énormes, on est tombé à 5 jours semaine. On travaillait avec des aînés vulnérables qui avaient besoin de ce service-là. En plus d'augmenter nos journées d'offres de services, on a triplé le nombre de bénéficiaires.
Donc, vraiment une explosion là, des besoins au niveau alimentaire. Au niveau aussi de la crise du logement, évidemment, la crise du logement existait avant la COVID-19, mais il y a eu de nouveaux enjeux qui sont apparus à cause des mesures sanitaires et du confinement. Des grandes difficultés, par exemple, à gérer les déménagements. Là. Les déménagements étaient interdits là, ou très difficiles à organiser. Difficile de trouver des nouveaux logements, difficile donc de changer. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés coincés dans des logements soit dangereux, soit insalubres ou vraiment inadaptés, alors qu'on était tous et toutes obligés de rester coincés chez nous. Je cite, pendant la première vague, il y a eu la crise du logement, les déménagements. Le Premier ministre mentionnait la bonne foi du propriétaire pour les non-paiements du 1er avril. Mais si on regarde au niveau du tribunal administratif du logement, il y a plein de demandes de propriétaires pour expulser les gens qui ont payé en retard en avril. Donc, on voit que le moratoire là, qui avait été mis en place par le gouvernement, qui était déjà arrivé tard, là, qui était suite à beaucoup de revendications de la part des groupes communautaires et qui a été aussi levé très vite, là, dès l'été 2020. Non seulement il a été en application peu de temps, mais il a été finalement peu suivi là, par les propriétaires. Donc, face à tous ces enjeux là, économiques, là, de perte de revenus, d'enjeux d'accès à l'alimentation, au logement, il y a eu des mesures gouvernementales mises en place, mais quand même, selon nous, là, assez limitées. Au niveau du gouvernement du Canada, il y a eu plusieurs programmes là, qui ont été mis en place pour limiter les pertes de revenus. Puis, le plus important, là, c'est vraiment la prestation canadienne d'urgence, c'est le programme qui était ouvert au plus grand nombre de personnes et qui a vraiment eu un impact important là, pour limiter les impacts économiques de la crise et qui a permis à beaucoup de gens là, de maintenir un niveau de vie juste digne là, pendant la crise. Au niveau du gouvernement du Québec, il n'y a eu aucune aide financière directe aux personnes. Donc, ce n'est vraiment pas une stratégie que le gouvernement du Québec a voulu adopter. Il y a eu un bref programme pour les étudiants. Et il y a aussi eu, à cause de la mise en place de la PCU par le gouvernement du Canada, le Québec a dû mettre en place le PIRT, donc qui permettait de bonifier les gens qui avaient des salaires inférieurs à la PCU. Et déjà, la PCU, c'est très, très faible, hein, c'est à peine le niveau de pauvreté. Là. Donc, on voit deux stratégies très différentes là, au niveau du Canada et du Québec en termes de mesures d'aide aux revenus. Et vraiment, les plus marginalisés ont été oubliés dans ces programmes d'aide. Comme je vous disais, la PCU, qui est le programme le plus large, excluait tous les gens qui n'avaient pas eu 5 000 $ de revenus l'année précédente. Donc, il y a vraiment énormément de gens qui n'ont pas ces revenus d'emploi et qui sont justement pourtant les personnes qui ont le plus besoin d'aide aux revenus. Et on a eu plusieurs témoignages de groupes communautaires qui nous ont dit qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé la PCU, même si normalement elle n'y avait pas accès. Il y avait même des systèmes d'arnaque là, qui visaient les personnes vulnérables où des gens leur disaient si tu me donnes une partie de ton montant de PCU, là, je vais t'aider à avoir accès à cet argent-là. Donc ça, c'est de l'argent. Quand les gens vont devoir rembourser leur PCU, ils ne vont jamais pouvoir se retourner là, vers la personne qui a pris une part. Donc, ça va être très difficile. C'est vraiment des grandes inquiétudes là, pour toutes les personnes à très, très faible revenus qui sont tombées dans cette situation-là. Je cite. Toutes sortes de prestations comme la PCU de 2 000 $ ont été créées en 2 semaines, alors que les personnes en situation de handicap ne reçoivent que 900 $ par mois. Le gouvernement disait toujours que ce n'est pas de leur faute qu'ils bâtissaient l'avion en conduisant, mais les personnes les plus marginalisées ont aussi été celles qui ont été le plus oubliées. Et ça continue, à la fois au provincial et au fédéral. Donc, pour les personnes déjà en situation de pauvreté, là, la crise de la COVID-19, ça a été assez catastrophique. Elles étaient donc à plus grand risque de contamination à cause de leurs conditions de vie là, qui ne permettaient pas de mettre en place les mesures de protection et à cause du type d'emploi ou de stratégie de survie là, au niveau économique qu'elles utilisent. Il y a eu une aggravation de l'exclusion sociale, en particulier pour elles, à cause de leur isolement social et de la fracture numérique dont elles sont victimes. Comme je vous disais, les stratégies de survie étaient plus difficiles et les ressources d'aide étaient moins accessibles et finalement avec un accès très limité là, au programme d'aide. Donc, on voit comment il y a eu plusieurs groupes de population qui ont été dans l'angle mort
des politiques publiques pendant la gestion de la crise. Donc là, je parlais des personnes en situation de pauvreté, mais les personnes à risque de judiciarisation, leur réalité n'a vraiment pas été prise en compte, là, notamment avec le couvre-feu. La Ligue des droits et libertés a documenté l'augmentation majeure des contrats d'infraction qui ont été donnés pendant la crise, et on peut penser là, que ça n'a pas été fait de façon égale pour tout le monde. Donc les personnes en situation d'itinérance aussi, là, les mesures sanitaires n'étaient vraiment pas cohérentes avec leurs conditions de vie. Les personnes qui consomment des drogues, la crise des opioïdes a été complètement éclipsée par la COVID-19, alors qu'il y a eu vraiment de nombreux morts là, dans les dernières années. C'est une crise majeure de santé publique. Les personnes incarcérées ont vécu des choses absolument tragiques pendant la crise de la COVID-19, là, des conditions complètement inhumaines d'incarcération. Donc, c'est vraiment une panoplie de types de populations qui ont vécu la même crise que tout le monde, mais à cause de leurs conditions de vie, à cause des défis qu'elles rencontrent, elles ne pouvaient pas appliquer les mesures sanitaires de la même façon que tout le monde. C'était incompatible avec leur mode de vie, et ça a été vraiment une menace majeure là, sur les droits et la dignité humaine des personnes. Donc, on a vraiment là une opposition là, dans les types d'approches gouvernementales et l'approche de l'action communautaire autonome. D'un côté, on a un gouvernement qui a mené peu d'efforts pédagogiques pendant la crise, qui a misé davantage sur l'imposition de règles, de sanctions, des stratégies de contrôle, qui a nourri la méfiance là, des personnes vis-à-vis des mesures sanitaires. À l'opposé, on a les groupes communautaires, eux, travaillent davantage là, dans des démarches d'éducation populaire, de réduction des méfaits. L'idée étant que les gens s'approprient les mesures sanitaires en cohérence avec leurs conditions de vie, qu'ils puissent faire des choix éclairés pour se protéger et protéger leurs proches. Deuxièmement, on a un gouvernement qui a mis l'accent sur les comportements individuels, qui a vraiment misé sur la culpabilisation des personnes, voire la dénonciation là, de ses voisins. À l'opposé, les groupes communautaires préconisent là, vraiment de travailler sur des approches globales, des actions systémiques, travailler sur les conditions de vie des personnes, faire en sorte que les gens aient des revenus décents, des logements qui leur permettent d'appliquer des mesures sanitaires. Ça serait beaucoup plus efficace. Et finalement, les mesures gouvernementales ont vraiment révélé de nombreux angles morts vis-à-vis des populations marginalisées. Les mesures sanitaires étaient rigides, vraiment mises en place de mur à mur, et pourtant elles étaient applicables par un certain type de personnes. Là, il fallait avoir accès à un logement adéquat, avoir des revenus suffisants, avoir le moyen de communiquer virtuellement pour pouvoir appliquer ces mesures sanitaires. Donc, une absence complète là, des vraies conditions de vie des gens. Je cite. On se retrouve devant un gouvernement autoritaire qui fonctionne par décrets qui ne sont pas applicables. Heureusement, le jugement vient de renverser le couvre-feu pour les personnes itinérantes. Pour les femmes en particulier, c'était difficile parce que l'itinérance au féminin est une itinérance cachée. Donc, on voit l'importance là, que des rôles des groupes communautaires pour défendre les droits des populations marginalisées pendant la crise. Et je dirais, il y a vraiment des inquiétudes générales là, des groupes communautaires vis-à-vis des impacts de la crise sur les populations et les populations marginalisées pendant la crise, mais aussi à moyen et long terme. Un espoir là, qui ressort de nos données, c'est de voir est-ce que la mise en place rapide et efficace d'une mesure comme la PCU, qui a vraiment eu un impact important sur la pauvreté au Québec et au Canada, est-ce que ça va vraiment montrer comment c'est possible de faire de la lutte à la pauvreté, que ce soit en bonifiant là, les prestations sociales, notamment l'aide sociale, ou en haussant le salaire minimum? Ça, c'est peut-être un des espoirs là, qu'on peut avoir suite à cette crise. Donc, pour conclure, je vais m'arrêter sur cette diapo. Pour avoir des communautés résilientes en temps de crise, ce que nous démontrent nos données, c'est qu'en amont, il faut bâtir une société plus juste. Ça veut dire garantir l'accès à des revenus décents pour tout le monde, lutter contre la fracture numérique, assurer des réseaux publics de qualité et accessibles. Si le réseau de la santé avait été en bon état avant la crise, se serait passé totalement différemment, et mener des actions donc concertées structurantes, notamment de lutte à la pauvreté.
Et en temps de crise, une fois que la crise arrive, il faut absolument tenir compte des spécificités des populations et limiter les effets collatéraux délétères. Donc, ça veut dire détecter les impacts spécifiques et disproportionnés à la fois de la crise et des mesures mises en place pour la contrer sur les différentes populations, prévoir des exemptions et des adaptations, là, pas que ce soit après coup. Il faut vraiment, dès le début, quand on met en place des mesures sanitaires, prévoir tout de suite comment ça va s'adapter à différents types de personnes et inclure la lutte aux inégalités dans les plans d'action de crise là, des gouvernements et des communautés. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Alors, je vous invite là, à visiter notre site web pour en savoir plus. Merci beaucoup.